tous et bonjour à toutes, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Maître Dioscuros. Aujourd'hui nous allons aller à la chasse mes amis, nous allons aller à la chasse au Mizutsune dans Monster Hunter Génération. Pourquoi Monster Hunter Génération en 2018? Bien parce que j'ai été déçu du Monster Hunter World que je trouve un peu très beau graphiquement mais un peu mâché, un peu simpliste, manque de créatures. Enfin bref, donc du coup ça m'a donné envie d'aller me replonger dans Monster Hunter Génération et Monster Hunter Double Cross, donc Génération Ultimate. Donc Monster Hunter Génération aura été le dernier jeu Capcom Monster Hunter à sortir sur la Nintendo 3DS. Et donc c'est un jeu qui reste quand même relativement génial. Et pourquoi le Génération alors que mon préféré reste le 4? On va en parler parce que c'est le dernier sur 3DS déjà et que j'avais jamais parlé de Monster Hunter et j'ai choisi celui-là. Pourquoi? Parce que la nostalgie est assumée. L'aspect hommage de cet épisode se fait ressentir tout au long de la progression. Si le joueur débute son périple de jeune chasseur dans un nouveau village de Berna, il aura tôt fait de débloquer l'accès aux 3 autres hubs, tout droit issus des premiers jeux de la saga. Monster Hunter Génération n'hésite pas à remettre au goût du jour de nombreuses zones emblématiques des 4 précédentes générations du jeu. Paisiblement perché au cœur des montagnes enneigées, le village de Poké fait son retour depuis Monster Hunter Freedom 2. Il est secondé par le tout premier village apparu dans le jeu, Kokoto, Monster Hunter 2004 sur PS2, et par Yukumo, Monster Hunter Portable 3, qui était sorti en 2010 sur PSP. Il en va de même pour la plupart des zones de chasse tout droit venues du passé de la série. Néanmoins, les zones de la première, deuxième et troisième génération, de retour dans ce Monster Hunter G, auront été mises à jour avec l'ajout d'un peu de relief pour concorder avec la 4e génération. Les de la vieille évolueront donc en terrain connu, puisque ce nouvel épisode ne verse pas vraiment dans l'originalité côté dépaysement. Donc nous chassons le Mizutsune, qui est l'un des 4 condamnés, mon préféré, dont j'ai bien avancé l'armure. Ce monstre, à force de le chasser avec Darksider 14, je connais tous ses mouvements par cœur, même s'il y a une quête qui est assez badass avec lui, c'est celle du Mizutsune blanc, je vous conseille de la faire si vous avez encore le jeu. En dehors de leur aspect esthétique et de quelques donneurs de quêtes exclusifs, les 3 villages n'ajoutent rien à l'expérience du jeu. Tout le contenu solo du titre reste accessible de façon similaire depuis les 4 hubs principaux. Plusieurs têtes connues viendront régulièrement rendre visite aux joueurs durant sa progression au fil des 6 rangs de quêtes de guilde. Plus les heures défilent, plus on se rend compte que ce Monster Hunter Gen n'est pas vraiment focalisé sur le scénario. C'est plutôt dommage, car même si le scénario n'a jamais été le point fort de cette saga, cet épisode aurait pu mettre en scène une galerie de personnages emblématiques au sein d'une trame au minimum intéressante, à la manière du meilleur Monster Hunter qui avait été scénarisé, c'est-à-dire le Monster Hunter 4 Ultimate, et son intrigue basée sur le virus de la frénésie, le Gormagala et sa légendaire évolution. Compléter la mince histoire du jeu nous récompense juste avec un simple clip J-pop, faisant intervenir différents protagonistes de l'aventure, c'est un peu léger pour être franc. En dépit d'un scénario bien ficelé, Monster Hunter Génération oriente la majorité de ses efforts vers une nouvelle mécanique de jeu destinée à rendre l'expérience de jeu plus personnalisable que jamais. L'ajout de taille de cet épisode réside dans l'apparition de nouvelles dynamiques de combat portées par les styles et arts de chasse. Le titre propose désormais 4 styles de chasse, accompagnés d'une bonne cinquantaine de techniques spéciales nommées les arts. Ces aptitudes de combat inédites ont été imaginées afin de changer radicalement l'approche des affrontements. Si les styles des chasses modifient le gameplay de chacune des armes, les arts de chasse prennent la forme d'actions spéciales à déclencher après avoir rempli leur jauge par la répétition d'attaques. On y trouve un lot de techniques spéciales et variées, certaines communes à tout l'arsenal, d'autres spécifiques à chaque arme. Pose une zone de soins si vous voulez soigner vos alliés, attaque dévastatrice au rendu visuel super travaillé, charge de bouclier, lame de lumière, bluff, démultipliant la puissance des coups portés. Chaque joueur trouvera forcément une approche à sa convenance. Moi par exemple, même là si j'ai une grande épée, pour l'essayer, je joue plutôt double lame. Et j'avoue que j'ai trouvé un petit style qui m'a bien plu dedans. Sur les 4 styles, 2 se rapprochent de l'expérience habituelle du gameplay de la chasse, tandis que 2 autres impactent plus en profondeur notre façon de jouer. Le style Guild est le plus simple à présenter puisqu'il ne modifie en rien le gameplay traditionnel du jeu tel que rencontré dans Monster Hunter 4 Ultimate. Il permet de s'équiper de 2 arts de chasse afin d'offrir de nouvelles opportunités offensives ou défensives.
Afin de contrebalancer la perte de mouvement parfois essentielle à la bonne rotation d'attaque de la plupart des armes du jeu, le style guerrier est le seul à offrir la possibilité d'équiper 3 arts de chasse et accélère le remplissement de la jauge de charge, bien sûr. Ne vous laissez pas effrayer par la disparition de certaines attaques, car ce style se montre tout à fait viable avec des outils comme la lance ou l'épée et le bouclier. Donc on voit que le Mizutsun est en mode furie, il ne se laisse pas faire. C'est vraiment un monstre qui a du répondant. Très apprécié, le style voltigeur transforme la roulade en une pirouette plus acrobatique, permettant de bondir dans les airs en prenant appui sur un monstre, un allié ou un baril explosif. Le voltigeur peut ensuite redéclencher des attaques aériennes capables de renverser la cible. Pour finir, le style Bushido est basé sur de puissantes contre-attaques se déclenchant après une esquive ou un contre bien timé. Bien que le style aérien et Bushido modifie grandement l'expérience de jeu, il n'offre en retour qu'un seul et unique art de chasse aux joueurs afin de contrebalancer leur grande efficacité. Donc moi j'ai choisi le style Bushido pour l'instant. Si Monster Hunter 4 introduisait l'insectoglaive et la volto-hache, l'insectoglaive qui était assez intéressant, j'ai commencé à débuter à le jouer. Cet épisode n'ajoute pas de nouveautés en matière d'armement. Monster Hunter Gen offre cependant une diversité d'approches sans commune mesure avec tous les précédents opus de la saga. L'épée et le bouclier prennent par exemple une dimension beaucoup plus offensive, grâce aux 3 arts de chasse du style guerrier. Les doubles lames deviennent encore plus dynamiques combinées au style aérien. S'il existe bien entendu des styles mieux appropriés que d'autres pour certaines armes, pour certains types d'armes et de monstres, les différents changements de gameplay introduits par cet ajout de taille confèrent un nouveau degré de profondeur à la licence. Là où Capcom réussit son coup et montre qu'il maîtrise bien sa licence, c'est que chaque nouvelle manière de jouer dévoile son plein potentiel dans des situations différentes. Aucun style n'est réellement plus puissant qu'un autre si l'on considère le jeu dans sa globalité. Le style voltigeur fait des merveilles sur les grands monstres sur lesquels il est très facile de se prendre appui, alors qu'il se montre certaines limites face à des monstres plus petits, ou des monstres qui sont plus imprévisibles, on va dire. Pour changer les styles, il suffit de se rendre à son coffre personnel dans l'un des villages de jeu pour changer le style de combat et équiper ses différents arts de chasse. Il y aura de quoi faire tout au long de votre progression, puisque le maestro de la guilde situé dans le village de Berna vous apprendra régulièrement de nouvelles capacités. Réveiller sa bête intérieure pour doubler ses coups pendant 2 minutes, ce qui est très intéressant avec les doubles lames. Pour parer toutes les attaques pendant quelques secondes avec la lance chargée à fond, sa jauge spirituelle et son épée longue, ou encore déclencher un méga feu de Wyrwen à la lance canon. Ces derniers exemples d'art de chasse montrent toute l'étendue de cette nouveauté. Capcom aurait cependant pu penser à intégrer un système de sauvegarde des styles et de talents par défaut en fonction des armes équipées, car il arrive souvent de partir en chasse en ayant changé d'équipement, mais en oubliant d'avoir modifié ses arts. Donc notre Mizutsun, qui est quasiment 90% du temps en furie, nous donne du mal, et la quête du Mizutsun blanc est d'un très haut level, il faut le reconnaître. Une autre des nouveautés de ce Monster Hunter Génération concerne nos compagnons félines, qui deviennent pour la première fois jouables pendant les missions. Le joueur est libre d'alterner entre son personnage chasseur et l'un de ses félines, appelé Marauder. Quel intérêt, me direz-vous? Ils sont en fait multiples, selon les situations. Pour faire simple, jouer un félin est l'une des meilleures façons d'accomplir les quêtes de récolte de matériaux du jeu. Premier avantage, les félines ne disposent d'aucune barre d'endurance, et peuvent donc sprinter à volonté dans toutes les zones de la carte. Dans le même temps, ils n'ont besoin d'aucun outil particulier pour miner ou pour attraper des insectes. Un joli gain de temps, de place et surtout d'argent. Le Marauder est doté d'un grand panel d'attaque et de son propre équipement, de ses techniques spéciales, comme des super boomerangs perçants, des attaques combos et la possibilité de contrôler le char-tank. Des épisodes précédents. Une fois bien pris en main, le Marauder peut se montrer tout aussi efficace qu'un chasseur, de quoi varier une fois de plus le plaisir de jeu sur le terrain de chasse. C'est vrai que ce qui est génial, c'est qu'il y a vraiment une capacité de jeu dans ces versions. Alors, on va parler vite fait du bestiaire. Là où dans Monster Hunter World, on sait qu'il y aura des DLC, on sait qu'il va se compléter, et heureusement, donc il deviendra plus intéressant avec le temps. Mais là où ça me fâche dans Monster Hunter World, c'est qu'un jeu aussi puissant, vendu 70 € sur une PlayStation 4, ne pouvait pas se contenter d'un aussi petit bestiaire. Là, on va comparer, regardez sur le côté bestiaire, le Monster Hunter Génération, qui était que sur 3DS, comporte 71 monstres de grande taille, accompagnés de 34 petits à combattre. Sachant que dans le double cross, on augmente encore.
C'est certes un peu moins que les mois 75 de Monster Hunter 4 Ultimate, tout en restant bien assez pour vous occuper durant des centaines d'heures. Bon, pour rappel nostalgique du passé de la saga, cet opus aligne des grands noms issus des 4 précédentes générations. Alors attendez-vous à chasser le Kezu, le Naga Usura, le Plesios, le Tigresse, le Kirin, le Terrestra. Alors excusez-moi pour les prononciations des noms, je n'ai jamais réussi à les dire et je m'en excuse 1000 fois auprès des fans. Autant de noms qui parleront forcément aux vétérans de la série, à savoir aussi que dans Double Cross revient l'un de mes préférés, le Barioth des Neiges. Donc sur ces 7 nouveaux monstres au casting, parce qu'il y a 7 nouveaux monstres, on retrouve les 4 emblématiques. Le Gamoth, un puissant mammouth recouvert de neige, qui est un sac à PV. La Staloth et sa foudre, sorte de mélange électrique entre un Ceredios et un Ratalos. Le Mizutsu, un dragon japonais à l'apparence mi-fleur, mi-renard, au corps recouvert de bulles de savon, que je trouve juste magnifique celui-là. Le Glavenus, un puissant dinosaure qui ressemble à un tyrannosaure, avec une longue queue en forme de lame enflammée. Si le nombre de monstres inédits peut sembler assez faible, il ne faut pas oublier que Génération n'est pas destiné à devenir un épisode principal de saga. Il reste avant tout un spin-off. Il y aura bien comme Monster Hunter World n'est pas l'épisode 5. L'épisode 5 verra bien le jour, très certainement sur Nintendo Switch et PS4. Mais Monster Hunter GN et Monster Hunter World sont des spin-offs. Ils ne sont pas des Monster Hunter principaux. Quoi qu'il en soit, les petits nouveaux du bestiaire démontrent encore une fois la maîtrise de Capcom en matière de création de créatures originales. Leur rencontre est unique, leur design inspiré, et ils font souvent intervenir des mécaniques intéressantes pour le jouer. Le Malfestio, majestueuse chouette géante, est par exemple capable d'inverser les contrôles de la console, afin de vous mettre des bâtons dans les roues. En plus, son armure est magnifique et la créature est très belle. Alors moi ça m'a fait plaisir, ça a pu décevoir d'autres, mais Monster Hunter Génération enterre une fois encore le gameplay aquatique propre à l'épisode 3 Ultimate. Alors c'est vrai que dans Monster Hunter 3 Ultimate, les batailles sous-marines, il y en avait trop, c'est peut-être pour ça aussi que ça a lassé. Les différents monstres marins rencontrés sont condamnés à rester ici, les pieds sur terre. Je parle du Plesios, du Liagiacrus ou du Ludroth. Adaptent donc leur comportement afin de pallier la perte de leur attaque sous-marine. Il y aura forcément des déçus par l'absence de quelques créatures appréciées, comme le Fatalis, le Barioth, ou encore la disparition des sous-espèces remplacées ici par des variantes exotiques. Alors, à savoir que les variantes exotiques ont quand même un gros niveau, si on prend par exemple le Mizutsu exotique qui est très bon. Et je tiens à dire que dans Double Cross, le rangé, les sous-espèces, le Fatalis et le Barioth, sont de retour. Petit regret aussi concernant le boss final du monde multijoueur, qui sans vous spoiler son nom ou son design, manque de challenge pour se révéler épique à combattre. Donc, je ne vous dirai pas quel sera le tout dernier monstre à combattre. À savoir que dans Monster Hunter Double Cross, le monstre final n'est pas le même, puisqu'il s'agit du Valfak. Et ça, je le dis parce que Monster Hunter Double Cross est destiné à rester uniquement au Japon, donc très peu d'entre vous auront l'occasion de le jouer avant un bon moment. Donc voilà. Et le Valfak est très intéressant à combattre puisqu'il a un certain niveau. Habitué à ne pouvoir accéder qu'aux éditions Ultimate des précédents jeux de la franchise, baptisé Géo Japon, nous avions quelque peu oublié que la plupart des versions basiques de Monster Hunter ne disposent pas de rangées afin d'alimenter nos envies de jeux de haut niveau. Faute de rangées donc, l'approche HL de génération se résume par l'apparition d'espèces exotiques nécessitant l'achat de licences spéciales pour être affrontées. Pas de panique cependant. Contrairement à l'épisode de Monster Hunter 4 Ultimate, il n'est plus question d'aller farmer en boucle une zone et de chasser libre dans l'espoir de looter au hasard une nouvelle quête de monstres. Toutes les missions du jeu récompensent grassement le joueur avec des points de Wikademy, une ressource à utiliser pour acheter des matériaux ainsi que des précieux tickets de monstres exotiques. Ces derniers sont des proies particulièrement plus coriaces que les créatures ordinaires des versions altérées. De monstres connus dont la puissance rehaussée est au moment plus nombreux. On parle ici d'un véritable challenge, un défi à la mesure de ce que l'on pourrait être un rang au niveau 140. Donc c'est vrai que si vous êtes en dessous du rang 140, les monstres exotiques vaut mieux s'abstenir. Les quêtes de guilde de l'épisode précédent, donc voilà. Le Lagombi Azuros, si les versions basiques de ces monstres peuvent être envisagées par les plus néophiles des joueurs, leurs variantes exotiques seront à même de donner du fil à retordre aux plus aguerris des chasseurs. Et ça, c'est tout à fait vrai. Donc les cinématiques sont très belles, le jeu est très sympathique,
On va parler vite fait du côté graphique et après on va te dire ce que j'en ai pensé. Côté technique, on note un avantage certain de faire tourner le jeu sur une New 3DS avec des temps de chargement réduits et des chutes de fragments peu nombreuses par rapport à celles constatées sur 3DS classique. Le jeu est très beau, donc les points forts, les styles de chasse, les arts, la personnalisation du gameplay, les nouveaux monstres du bestiaire originaux et réussis, surtout les 4 condamnés, et je rajoute le Valfac pour ceux qui ont double cross. La courbe de progression mieux maîtrisée, c'est vrai que c'est plus facile de faire son skin quand même. Jouer un féline est à la fois utile et fun. Les variantes exotiques des monstres sont super sympas. Et là, je reviens encore une fois en temps pas dessus. Mais le Mizutsune ou le Gamotz, le petit Gamotz, est vraiment génial. La bande son est super. La coopération locale, online, Wi-Fi fonctionne super bien. Il y a jamais, enfin moi, j'ai jamais eu de problème de déconnexion, sauf quand ma box avait déconné. Et bien sûr, les packs nostalgiques, pouvoir revoir les vieux villages des vieux Monster Hunter, ça fait toujours plaisir. Moi, petit défaut, je dirais que malheureusement, le jeu se sauvegarde sur la carte SD et passe sur la disquette du jeu. Et ça, c'est un peu dommage. Donc les points négatifs, eh c'est le système de sauvegarde. Sur la carte SD, ça me plaît pas trop, mais il faut faire avec. Peu de nouvelles têtes au casting du bestiaire, même si la situation avec du recul est moins grave que sur Monster Hunter World. Moins fourni en contenu que Monster Hunter 4 Ultimate. Bon, Monster Hunter 4 Ultimate reste le meilleur jeu de la saga. Et le scénario abandonné. Or, que penser de cet épisode avant de finir la vidéo? Son système de combat enrichi pousse indéniablement la série vers l'avant. Le jeu est super sympa, c'est un super best-of finalement. Toutefois, aussi intéressant que peut être les ajouts des arts de chasse et tout, il est essentiel de l'aborder le même contenu que par le passé, mais d'une façon quelque peu différente. Avant tout destiné aux chasseurs vétérans, l'épisode n'a donc pas vocation de révolutionner la série. C'est un best-of, un petit cadeau pour les fans, pour terminer en beauté sur cette Nintendo 3DS. Moi, je dis que le jeu mérite facilement un 17, alors que Monster Hunter 4 Ultimate méritait un petit 18. Mais je trouve que c'est un best-of réussi. Je trouve ça génial. J'espère vite voir un Monster Hunter de cette qualité. Un Monster Hunter 5 sur la Nintendo Switch me ferait plaisir. Et moi, je dis super jeu. Donc ceux qui ne l'ont jamais essayé, achetez-le. Ceux qui l'ont, ressortez-le. C'est vraiment un très bon jeu. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Maître Dioscuros. Prenez soin de vous. Ciao, ciao à tous.